Le 16 décembre 2025, Haïm dit « Une poussière rouge précède une rupture assumée. Une autoroute intérieure de 332 km, financée par l'or national sans prêt extérieur, promet d'accélérer les échanges, mais elle dessine aussi un couloir stratégique que l'on ne peut plus ignorer. » Que dit ce pari sur la capacité d'Ibrahim Traoré à produire de la prospérité tout en verrouillant le ciel et les frontières? Et pourquoi ce lien entre économie et sécurité change la lecture du pouvoir? Si l'architecture tient, la souveraineté devient mesurable. Si elle cède, la vulnérabilité devient visible. Cette séquence propose une lecture précise de ce qui se joue derrière une annonce d'infrastructure présentée comme historique. Il ne s'agit pas seulement de décrire une route ou une décision politique, mais de comprendre comment un État tente de transformer un symbole en mécanisme opérationnel, en reliant économie, sécurité et pouvoir dans un même cadre cohérent. L'enjeu pour le spectateur est clair, saisir comment une décision matérielle peut modifier des équilibres militaires, financiers et régionaux sans ajouter de faits extérieurs aux sources disponibles. Au cœur de cette promesse se trouve une question simple. Qu'est-ce qui change réellement lorsque l'infrastructure cesse d'être neutre ? En suivant la chronologie, les chiffres mobilisés et les acteurs de terrain, l'analyse vise à distinguer l'effet d'annonce de la capacité d'exécution. Ce décryptage permet aussi d'identifier les risques implicites. Tensions budgétaires, exposition sécuritaire accrue et réaction régionale. Comprendre cette séquence, c'est donc disposer de clés pour évaluer si une stratégie de souveraineté accélérée peut produire des résultats durables ou si elle crée de nouvelles fragilités difficilement réversibles. En moins de 2 semaines de décembre 2025, 3 décisions liées entre elles redessinent un même schéma stratégique et 3 chiffres structurent le raisonnement officiel: 332 km, 200 milliards de francs CFA, 5000 soldats. Cette compression temporelle n'est pas un détail de calendrier. Elle constitue le premier indice d'une stratégie pensée comme un bloc où l'infrastructure, le financement et la sécurité cessent d'être traités séparément. Un détail révélateur tient dans cet enchaînement volontaire. Le lancement de l'axe routier Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, l'exclusion des entreprises étrangères des chantiers nationaux, puis l'annonce d'une force militaire multinationale ne sont pas présentés comme des gestes isolés. Ibrahim Traoré les relie explicitement dans un récit unique où chaque décision appelle la suivante et réduit les marges de retour en arrière. La route n'est plus un projet technique en attente, elle devient un chantier visible. L'exclusion des firmes étrangères ferme la porte à des mécanismes de dépendance financière antérieurs. La force commune apparaît alors comme la condition de protection d'un axe désormais vital. Pour comprendre la portée de cette séquence, il faut revenir au rôle historique des routes au Sahel. Pendant des décennies, les grands axes ont surtout servi à extraire et à acheminer des ressources vers l'extérieur. Relier 2 villes ne signifiait pas nécessairement renforcer l'État ni sécuriser le territoire. Dans ce contexte, une autoroute intérieure financée sans prêt extérieur acquiert une valeur politique qui dépasse largement sa fonction logistique. Ce choix transforme l'infrastructure en test opérationnel. Si l'État peut financer, construire et maintenir seul une route de cette ampleur, il démontre une capacité d'autonomie rarement observée dans la région. Mais ce test comporte un revers évident. Un corridor économique non protégé devient une vulnérabilité stratégique. C'est ici que la logique du bouclier prend sens en reliant l'asphalte à la protection militaire. Ibrahim Traoré présente ainsi une rupture assumée avec un modèle hérité, où capitaux, routes et sécurité répondaient des priorités extérieures. La question n'est plus seulement de bâtir plus vite, mais de savoir si cette architecture intégrée peut tenir face aux contraintes internes et régionales sans s'effondrer sous son propre poids. Sur le terrain, la stratégie cesse d'être un discours et prend corps à travers des acteurs concrets. Ingénieurs locaux, équipes du génie militaire et entrepreneurs burkinabés deviennent les premiers visages visibles de cette transformation.
Leur rôle dépasse l'exécution technique. Ils incarnent la capacité réelle de l'État à reprendre en main des fonctions longtemps déléguées à des intermédiaires extérieurs, souvent invisibles pour le public. La décision de réserver les chantiers aux entreprises nationales modifie immédiatement les chaînes de responsabilité. Les circuits administratifs se raccourcissent. Les arbitrages ne se perdent plus entre bailleurs, consultants et ministères éclatés. En contrepartie, la pression s'intensifie. Chaque tronçon livré devient une preuve tangible. Chaque retard, un argument pour les critiques. Cette exposition directe change la nature du travail quotidien sur le chantier. Pour les équipes mobilisées, l'enjeu est double. D'un côté, moins d'intermédiaires signifie une capacité accrue à décider et à ajuster. De l'autre, l'absence de partenaires extérieurs rend impossible toute dilution de responsabilité. La réussite comme l'échec deviennent immédiatement lisibles. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un simple annonceur que comme un chef d'orchestre reliant calendrier politique, impératifs sécuritaires et cadence opérationnelle. Les premiers effets sont surtout organisationnels. La coordination entre ministères et état-major s'accélère. La frontière traditionnelle entre développement civil et logique militaire se brouille, non par idéologie, mais par nécessité fonctionnelle. L'infrastructure n'avance plus seule. Elle progresse sous protection, planifiée comme un système. Cette phase précoce révèle ainsi un déplacement décisif. La route n'est plus seulement un ouvrage à livrer, elle devient un révélateur de capacité étatique où chaque décision concrète répond à une question simple. L'exécution suit-elle réellement l'intention politique ? Le déclenchement intervient dans une séquence courte et assumée. Avant décembre 2025, l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso existait surtout comme une intention technique, régulièrement évoquée puis reportée faute de financement clair et de consensus politique. La route figurait dans des plans, sans calendrier ferme, ni mécanisme autonome pour la réaliser. Avant ce basculement, la situation est marquée par l'attente et par une dépendance implicite à des partenaires extérieurs considérés comme incontournables pour des travaux de cette ampleur. La bascule commence le 14 décembre 2025. Ce jour-là, Ibrahim Traoré annonce l'exclusion des entreprises étrangères des projets routiers stratégiques. Ce geste administratif transfère officiellement la maîtrise d'ouvrage aux acteurs nationaux et au corps du génie militaire. Pris isolément, il pourrait sembler symbolique, mais il enclenche une montée en tension rapide. 2 jours plus tard, le lancement public de l'autoroute de 332 km à Yimdi transforme cette décision en fait accompli. La route n'est plus un dossier, elle devient un chantier visible, financé par des ressources internes et présenté comme un pivot de souveraineté. La montée s'accélère par l'articulation explicite entre économie et sécurité. Ibrahim Traoré lie la construction de l'axe à la nécessité de le défendre, introduisant l'idée qu'une infrastructure sans protection coordonnée devient un risque stratégique. Cette logique culmine le 20 décembre 2025 à Bamako avec l'annonce d'une force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, forte de 5000 hommes. L'asphalte est décrit comme une artère, la force commune comme son bouclier. L'intensité de la séquence tient moins à chaque annonce qu'à leur rythme. En moins d'une semaine, 3 décisions structurantes se répondent et se verrouillent mutuellement. Cette accélération réduit fortement les marges de manœuvre pour un retour en arrière discret, tant sur le plan intérieur que régional. La route appelle l'exclusion des firmes étrangères. Cette exclusion appelle à son tour une justification sécuritaire. Chaque étape renforce la précédente et rend plus coûteuse toute remise en cause. La stratégie se construit ainsi par empilement rapide, empêchant les oppositions de se cristalliser sur un seul point. Les premières répliques apparaissent presque immédiatement. À l'intérieur du pays, l'administration et les entreprises locales doivent absorber une charge nouvelle avec des attentes élevées en matière de délai et de qualité. L'exécution devient un enjeu politique permanent. À l'extérieur, partenaires et voisins observent une inflexion claire. Les projets ne sont plus présentés comme des opportunités à financer, mais comme des choix déjà actés. Le discours change de registre, passant de la demande à l'affirmation. Ibrahim Traoré assume cette exposition. En présentant la séquence comme un tout cohérent,
Il accepte que chaque retard, chaque incident sécuritaire ou chaque arbitrage budgétaire soit interprété à l'aune de cette architecture intégrée. La route devient ainsi un indicateur politique continu, bien au-delà de sa fonction de transport. Cette phase marque un point de non-retour. La stratégie ne peut plus être évaluée à l'intention. Elle doit désormais être jugée sur sa capacité à tenir dans le temps, sous contrainte réelle. Avant décembre 2025, le financement des grandes infrastructures reposait majoritairement sur l'endettement extérieur et des décaissements conditionnés. Après la séquence de décembre, le discours officiel affirme un basculement vers l'autofinancement adossé aux ressources nationales. Cette transition constitue le cœur mesurable de la stratégie portée par Ibrahim Traoré, car elle déplace le débat du registre idéologique vers celui de la faisabilité concrète. Un premier chiffre clé concerne la base financière invoquée. La production aurifère nationale est présentée comme ayant augmenté de 58% en 2025 pour dépasser 70 tonnes. Cette hausse est censée élargir la marge budgétaire sans dépendance au prêt. Dans la narration gouvernementale, ce chiffre n'est pas isolé. Il sert à démontrer que des flux autrefois captés à l'extérieur peuvent être redirigés vers le budget national, transformant une ressource d'exportation en levier de politique publique. L'argument est simple, si la base de recettes est plus large et plus directement contrôlée, l'État peut engager des projets lourds sans hypothéquer sa souveraineté financière. Un deuxième chiffre vise à crédibiliser l'engagement infrastructurel. Le chantier de l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso est annoncé comme intégralement financé sur fonds publics avec une enveloppe de 200 milliards de francs CFA inscrite au budget 2026. Ce montant vise à prouver une capacité d'engagement sans conditionnalité extérieure. Placé en regard des pratiques antérieures, il fonctionne comme un test binaire. Soit la route progresse selon le calendrier annoncé, soit l'argument d'autonomie financière se fragilise. La matérialité du chantier devient ainsi un indicateur direct de crédibilité. Un troisième chiffre concerne la dimension sécuritaire. La force unifiée de l'Alliance des États du Sahel est annoncée avec un effectif initial de 5000 soldats sous commandement intégré. Ce seuil est présenté comme suffisant pour sécuriser les axes vitaux. Pour Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas d'une démonstration de puissance brute, mais d'un minimum opérationnel. L'argument repose sur l'idée qu'une force coordonnée et concentrée offre plus d'efficacité qu'une multitude d'unités dispersées et faiblement synchronisées. Pris séparément, chacun de ces chiffres peut être contesté. La durabilité des recettes minières dépend des cours internationaux. Un budget d'infrastructure lourd peut générer des tensions si les dépenses s'accumulent. Une force de 5000 hommes peut paraître limitée face à des menaces diffuses et mobiles. Mais l'originalité du raisonnement tient dans leur assemblage. L'or finance l'infrastructure. L'infrastructure justifie la protection. La protection sécurise les sources de revenus. Cette chaîne logique vise moins à impressionner qu'à convaincre par cohérence interne. Cette mise en chiffres joue aussi une fonction politique. Elle déplace la critique du terrain des intentions vers celui des indicateurs observables. Les soutiens peuvent alors s'appuyer sur des ordres de grandeur concrets. Les opposants sont invités à questionner la capacité de maintien de ces niveaux dans le temps. Ibrahim Traoré accepte implicitement que ces chiffres deviennent des points de contrôle permanents. Chaque variation future sera lue comme une confirmation ou une infirmation de la trajectoire annoncée. La stratégie se soumet ainsi, volontairement, à l'épreuve des faits. Une première critique sérieuse vise la viabilité économique d'un modèle fondé sur l'autofinancement. Selon cette lecture, soutenir simultanément une infrastructure lourde, une montée en puissance militaire et un programme de transformation industrielle expose l'État à une tension budgétaire excessive. La dépendance accrue aux revenus miniers est perçue comme un point de fragilité structurelle. Si les cours internationaux se retournent ou si la production ralentit, l'ensemble de la chaîne pourrait se contracter rapidement, forçant des arbitrages coûteux et visibles. Un second argument porte sur la dimension sécuritaire. Regrouper des moyens militaires autour d'axes économiques majeurs pourrait transformer ces corridors en cibles prioritaires. Dans cette perspective, une force multinationale de 5000 hommes apparaît symboliquement forte, mais opérationnellement limitée face à des menaces diffuses, mobiles
est capable de contourner des dispositifs fixes. L'intégration entre développement et défense serait alors davantage déclarative qu'efficace, exposant l'infrastructure à des tests répétés et à une pression constante. Ces objections ne sont pas marginales. Elles touchent au point de fragilité classique des stratégies de souveraineté accélérée, où la vitesse et la concentration des moyens augmentent autant la lisibilité que l'exposition au risque. Le pouvoir en place ne les écarte pas frontalement. Il y répond par une logique différente, assumée comme telle. Du point de vue officiel, l'alternative n'est pas entre dépendance et sécurité parfaite, mais entre vulnérabilité passive et risque assumé. En concentrant les ressources sur des axes précis, l'État accepte une exposition accrue, mais gagne en capacité de réaction coordonnée. L'argument budgétaire repose sur l'intégration verticale. L'or n'est plus présenté comme une simple source de devises, mais comme un actif structurant destiné à financer des capacités productives et défensives, réduisant la dispersion des dépenses. Sur le plan sécuritaire, l'accent est mis sur la coordination plutôt que sur la masse. Pour Ibrahim Traoré, une force unifiée dotée d'un commandement clair et d'un partage du renseignement offre une efficacité supérieure à des dispositifs fragmentés. Le danger n'est pas nié, il est présenté comme calculable et suivi dans le temps. Le débat oppose ainsi deux visions cohérentes. L'une privilégie la prudence graduelle et l'étalement des engagements. L'autre mise sur la cohérence et la vitesse comme facteur de crédibilité. La question ouverte n'est plus idéologique, elle devient temporelle. Cette architecture peut-elle tenir avant que les coûts n'en révèlent les limites ? À ce stade, la stratégie révèle sa profondeur réelle. Il ne s'agit plus seulement de protéger une infrastructure, mais de synchroniser circulation économique, commandement militaire et contrôle politique dans un même espace continu. Ce déplacement change la lecture des annonces précédentes. Ce qui pouvait sembler une juxtaposition rapide de décisions apparaît désormais comme une architecture pensée dès l'origine. L'autoroute intérieure n'est plus seulement un moyen de transport, elle devient un dispositif logistique permettant des déploiements plus rapides, une surveillance accrue et une intégration plus étroite entre centres décisionnels. En réduisant les délais d'intervention et en reliant des zones autrefois traitées séparément, la route structure le temps autant que l'espace. Elle modifie la manière dont l'État peut agir, réagir et se rendre visible. Dans cette perspective, l'exclusion des entreprises étrangères ne vise pas uniquement l'autonomie économique. Elle garantit la maîtrise complète d'un système où chaque composant, du chantier à la sécurité, reste sous contrôle national ou régional. La force multinationale prend alors un autre sens. Elle n'est pas un ajout tardif, mais une pièce intégrée dès la conception. Ibrahim Traoré présente cette articulation comme un changement de grammaire du pouvoir. La question n'est plus de savoir si la route sera achevée, elle devient plus exigeante. Que produit un État lorsqu'il conçoit infrastructure et sécurité comme une seule et même architecture, exposée en continu au regard public ? Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. En liant infrastructure, financement et sécurité dans un même cadre, le pouvoir central gagne en capacité de pilotage et en lisibilité stratégique. Les décisions budgétaires, autrefois dispersées entre priorités concurrentes, se trouvent alignées autour d'axes identifiés comme vitaux. Cette concentration réduit les arbitrages improvisés et transforme chaque dépense en signal politique clair, lisible à l'intérieur comme à l'extérieur. Ibrahim Traoré présente cette cohérence comme un moyen de stabiliser l'action publique, mais elle expose aussi l'État à une évaluation permanente, car chaque retard devient immédiatement interprétable. Pour les entreprises locales, l'impact est à la fois immédiat et ambivalent. L'exclusion des firmes étrangères ouvre un espace inédit aux entrepreneurs nationaux et aux bureaux d'ingénierie locaux, désormais placés au cœur de projets d'envergure. Cette opportunité s'accompagne toutefois d'une pression accrue sur la qualité et les délais. L'échec ne peut plus être imputé à des partenaires extérieurs. La montée en compétences devient une condition de crédibilité économique et non plus un objectif abstrait. Dans ce cadre, l'infrastructure agit comme un révélateur distinguant les capacités durables des effets d'aubaine. Pour les citoyens, les effets se lisent sur deux registres. À court terme, une autoroute intérieure promet une réduction des temps de déplacement,
une circulation plus fluide des biens et une présence étatique plus visible le long des axes. À moyen terme, la sécurisation renforcée des corridors modifie la perception de l'État, moins perçu comme lointain que comme une autorité capable d'assurer continuité et protection. Cette évolution nourrit des attentes élevées. La promesse ne prend sens que si la stabilité permet un usage civil normal sans que la logique sécuritaire ne relègue les besoins quotidiens au second plan. À l'échelle régionale, les conséquences dépassent les frontières nationales. En affirmant que les axes économiques stratégiques doivent être protégés par une force coordonnée, Ibrahim Traoré introduit une norme nouvelle dans un espace longtemps fragmenté. Les voisins observent un modèle qui lie souveraineté nationale et intégration régionale sans passer par des cadres financiers ou sécuritaires dominés de l'extérieur. Cette posture redéfinit les rapports de force en substituant à la logique de dépendance une logique de bloc solidaire, encore fragile mais désormais visible. Pris ensemble, ces effets montrent que la stratégie ne produit pas un bénéfice unique, mais une série de transformations imbriquées. Chacune comporte des gains et des coûts. Aucune ne peut être évaluée isolément. La route, la force de sécurité et l'économie forment désormais un système dont la stabilité dépend de l'équilibre entre ces dimensions. La question devient alors pratique plutôt qu'idéologique. Ce système peut-il absorber les chocs sans se fragmenter ou révélera-t-il ses limites au premier stress majeur ? À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution de cette architecture intégrée peut être envisagée selon 3 trajectoires possibles, chacune conditionnée par la capacité à maintenir la cohérence entre financement, sécurité et exécution. D'abord, une continuité maîtrisée peut s'installer. L'axe routier progresse par tronçons visibles. La coordination sécuritaire se stabilise autour des corridors. Les financements internes restent suffisants pour tenir le calendrier annoncé. Dans ce cadre, l'État consolide sa crédibilité opérationnelle sans transformer immédiatement l'équilibre régional. La stratégie d'Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans une normalisation progressive. Moins d'annonces, plus de livrables, et une attention accrue portée à la maintenance et à la gouvernance quotidienne. Ensuite, une évolution plus favorable suppose un alignement de plusieurs leviers. Les recettes issues des ressources minières confirment leur dynamisme, permettant de lisser les dépenses et d'accélérer certains chantiers connexes. La force multinationale améliore sa coordination, réduisant les incidents le long des axes stratégiques et renforçant la confiance des acteurs économiques locaux. Cette convergence produit un effet d'entraînement. Les investissements nationaux deviennent plus visibles, la circulation des biens s'intensifie. À l'échelle régionale, le modèle est observé comme potentiellement reproductible. L'infrastructure cesse d'être un symbole pour devenir un multiplicateur, et la posture de souveraineté gagne en légitimité pratique. Enfin, une trajectoire plus fragile peut naître d'une accumulation de frictions. Une baisse des revenus attendus, des retards techniques, ou des incidents sécuritaires ciblés fragilisent la chaîne logique qui relie financement, protection et développement. Les corridors deviennent des points de tension, sollicitant des arbitrages budgétaires rapides et coûteux. La pression politique augmente, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans ce cas, le risque principal n'est pas l'échec brutal, mais l'érosion progressive de la crédibilité, lorsque chaque ajustement est perçu comme un recul. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Ils dessinent un éventail de possibles ajustables dans le temps. La recommandation centrale est méthodologique. Traiter l'infrastructure et la sécurité comme des actifs à rendement différé. Si les choix restent lisibles et les seuils clairement définis, la trajectoire peut être corrigée sans renier l'objectif central. Pour le spectateur, l'enjeu cesse d'être abstrait dès lors qu'il est traduit en usage quotidien et en attentes concrètes. D'abord, on pense aux citoyens urbains et périurbains. Une autoroute intérieure signifie potentiellement moins d'isolement, des marchés plus accessibles et une circulation plus prévisible. Mais cette promesse reste conditionnelle. Elle ne prend sens que si la sécurité demeure suffisamment stable pour que les usages civils ne soient pas relégués au second plan. Le bénéfice attendu est simple, gagner en régularité plutôt qu'en tension dans la mobilité quotidienne. Ensuite, on pense aux acteurs économiques locaux, artisans, transporteurs, entrepreneurs de taille moyenne. L'ouverture des chantiers aux entreprises nationales crée des opportunités réelles.
Elle impose aussi une montée en compétences rapide. La question n'est plus seulement d'obtenir des contrats, mais de tenir des standards techniques et des délais sous forte visibilité politique. Dans ce cadre, l'infrastructure devient un révélateur. Elle distingue les capacités durables des effets d'aubaine et redéfinit les attentes envers le secteur privé local. Enfin, on pense aux observateurs régionaux et la diaspora. Pour eux, la séquence sert de test grandeur nature sur la possibilité d'un modèle moins dépendant de financement conditionné. Le projet est scruté autant pour ses résultats que pour sa méthode, c'est-à-dire l'articulation entre ressources internes, sécurité et intégration régionale. Les débats qui l'alimentent dépassent le cas national et interrogent la capacité d'autres États à assumer des choix coûteux sans appui dominant. Dans cette perspective, la stratégie portée par Ibrahim Traoré invite moins à l'adhésion immédiate qu'à une lecture informée. Elle appelle le spectateur à suivre les indicateurs concrets plutôt que les discours, et à distinguer les symboles fondateurs des mécanismes de gestion quotidienne, car ce sont ces derniers qui conditionnent la durabilité réelle. Pour transformer une promesse politique en processus mesurable, la feuille de route avancée repose sur une logique de séquencement clair. D'abord, il s'agit de la gouvernance du corridor. Le pouvoir central fixe les priorités, les budgets et le calendrier. Les entreprises nationales et les unités du génie assurent l'exécution. Des mécanismes d'audit interne suivent coûts, délais et qualité. Cette clarification vise à éviter la dilution des responsabilités qui fragilise souvent les projets d'infrastructure de grande ampleur. Ibrahim Traoré insiste sur ce point afin que chaque acteur sache précisément ce qu'il doit livrer et à quel moment. Ensuite, il s'agit de la synchronisation entre sécurité et économie. Les unités dédiées à la protection des axes sont positionnées en fonction des flux réels et non d'un simple découpage administratif. L'objectif est d'assurer une continuité d'usage civil tout en maintenant une capacité de réaction rapide. La sécurité n'est pas pensée comme un état permanent de tension, mais comme une fonction de soutien au fonctionnement normal du corridor. Puis, il s'agit de le financement traçable. Les recettes issues des ressources minières sont affectées selon des règles explicites, avec des seuils d'alerte prédéfinis en cas d'écart. Cette discipline budgétaire permet d'ajuster le rythme des travaux sans remettre en cause l'ensemble de la stratégie. Elle transforme le financement en outil de pilotage plutôt qu'en simple promesse. Ensuite, il s'agit de la montée en compétences. Former ingénieurs, techniciens et cadres intermédiaires devient une priorité parallèle au chantier lui-même. Cette transmission conditionne la maintenance future et la reproductibilité du modèle. Enfin, l'évaluation continue s'impose comme un principe simple. Des indicateurs simples, usage, sécurité, coût et délai, servent de base à des ajustements réguliers. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle propose un cadre pour apprendre sans rompre, en acceptant que la stratégie soit évaluée en permanence à l'aune de son exécution réelle. Le récit revient alors à son point de départ, non plus comme une annonce, mais comme une expérience en cours. La poussière rouge, les machines et les équipes locales le long de l'axe routier racontent une histoire moins spectaculaire que les discours initiaux, mais plus exigeante. Celle d'un travail quotidien, visible, parfois fragile, où chaque tronçon achevé engage une crédibilité collective. La route cesse d'être un symbole lointain pour devenir une épreuve concrète, mesurée en délai tenu, en sécurité maintenue et en usage réel. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de convergence. En liant son nom à une architecture aussi intégrée, il accepte que l'infrastructure, la sécurité et l'économie soient longévissantes. Y juger ensemble, sans compartiment possible. Cette exposition personnelle transforme le projet en engagement politique durable, difficile à diluer dans le temps ou à attribuer à d'autres. Le pari n'est plus seulement institutionnel, il devient profondément humain. Le rappel au motif initial est clair. Bâtir par ses propres moyens n'est pas uniquement une affirmation de souveraineté, c'est une mise à l'épreuve collective, où la cohérence compte plus que la rhétorique, la constance plus que la vitesse fera foi. À ce stade, la route n'est ni un succès, ni un échec. Elle est un révélateur, et c'est précisément ce qui lui donne sa portée. À ce stade,
La séquence observée n'appelle ni adhésion automatique ni rejet réflexe. Elle invite à une attention prolongée. Une infrastructure peut unir ou diviser, une force de sécurité peut rassurer ou inquiéter selon la manière dont elles sont gouvernées, coordonnées et évaluées dans le temps. La crédibilité durable d'un État ne se construit pas seulement sur l'audace des décisions, mais sur la manière dont leurs effets sont suivis, corrigés et expliqués. Pour le public, l'enjeu n'est donc pas de trancher immédiatement, mais de suivre l'exécution. Observer l'avancement réel des chantiers plutôt que les annonces. Examiner la continuité des usages civils plutôt que les symboles. Comparer les coûts, les délais et les bénéfices concrets à mesure qu'ils deviennent visibles. Cette vigilance informée constitue déjà une forme de participation éclairée au débat. L'expérience portée par Ibrahim Traoré pose ainsi une question qui dépasse le cas burkinabé. Jusqu'où un pays peut-il aller dans l'affirmation de sa souveraineté sans réduire ses marges d'ajustement? Et à l'inverse, à partir de quel point la dépendance devient-elle un risque plus grand que l'audace? Le débat reste ouvert. Le suivre avec rigueur plutôt qu'avec slogan est peut-être la première responsabilité collective.